Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Nous aurons de la visite de plus sur le plateau au cours des 45 prochaines minutes. M. Patrick Saint-Onge, qui est conseiller en fiscalité chez Corriveau Saint-Onge. M. Saint-Onge, bonjour. Bonjour. Bon, on reviendra à vous dans quelques instants parce que là, vous allez nous donner des conseils. Parce que là, il faut quand même... C'est la fin d'année, il faut se préparer. Malheureusement, au mois de mars, on va être obligé de faire notre déclaration de revenus comme tout le monde, même si on fait des transactions. Alors, on regardera ça ensemble, mais j'aimerais ça... Monsieur Saint-Onge, bienvenue à notre émission. Ça fait plaisir de vous accueillir. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur les gains réalisés sur les transactions, les dépenses qu'on peut déduire, les transactions dans nos REER, notre CELI, est-ce qu'on peut incorporer l'activité ou pas. C'est un peu aux questions que vous allez nous répondre aujourd'hui. Et j'aimerais ça que vous faites un peu le profil du day trader. Comment on se qualifie comme day trader ou pas? Habituellement, c'est un individu qui transige à partir de son domicile ou à partir d'un bureau qu'il a loué et puis il fait des transactions pour son propre compte. Donc, on est loin là, de l'institutionnel ou d'un courtier de valeur. Donc, on parle vraiment d'un individu là, qui fait ça là, pour essayer d'augmenter son patrimoine. Donc, il n'y a pas d'inscription auprès des autorités, monsieur? Non. Hein? Puis, il y a accès au marché de placement comme tout le monde? Oui. Hein? Effectivement. Mais c'est lui qui fait... Indépendant, qui fait ses propres transactions. Oui. Le régime d'imposition, comment ça marche? N'importe quelle question fiscale commence toujours par essayer de déterminer de quelle source de revenus on parle. Parce que quand on regarde la loi, là, on voit à l'écran, il y a les différentes sources qu'on connaît. Il y a le salaire, il y a les revenus d'entreprise du travailleur autonome, il y a le dividende, il y a le revenu de fiducie. Donc, quand on se rapproche un peu, quand on regarde la question du day trading, ça pourrait être deux sources. On pourrait avoir soit du gain en capital ou du revenu d'entreprise. Donc, ça pourrait être une ou l'autre. Donc, on va voir là, un peu plus tard qu'il y a vraiment des distinctions majeures sur la façon que les deux sources de revenus sont imposées. Parce qu'il y a bien des légendes urbaines là-dedans. Là. Tout à fait, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a pris une position dans une déclaration de revenus dans une année, puis qui a passé quelque chose, et puis il est fier d'annoncer que cette position-là aurait été acceptée dans sa déclaration de revenus, mais c'est peut-être pas toujours la solution, ou du moins la position qui aurait dû être prise par la majorité des contribuables, parce que c'est toujours une question de fait. Donc, ça dépend du nombre de transactions, comment on a été actif, c'était quoi notre intention. Donc, c'est tous des facteurs qui doivent être analysés avant de vraiment prendre une décision sur le régime d'imposition. Parlant peut-être justement de fameux mythes, là, une chose que les gens, souvent, il y a beaucoup de confusion quand on parle de revenu d'entreprise. Le réflexe des gens, c'est « Ah, bien, il faut que je m'incorpore là-bas ». Le revenu d'entreprise n'a rien à voir avec l'incorporation légale proprement dite. On peut être chez soi, dans son sol, puis si on transige d'une façon active, on va avoir un revenu qui a un statut de revenu d'entreprise pour Revenu Canada, mais qui ne fait pas qu'on est une compagnie en soi, là. Alors, souvent, les gens là, ont tendance, je m'incorpore avec les frais que ça... Non, le revenu d'entreprise, c'est une chose, et de s'incorporer en entreprise, qu'on va parler tantôt, c'est une autre chose. Parce que, si vous me permettez, c'est la définition dans la loi de l'impôt qui prévoit qu'un revenu d'entreprise, c'est une définition qui est assez élargie. En plus de prévoir les professions, les commerces, on va venir prévoir les projets, si on veut, le spéculatif. Là. Donc, c'est pour ça qu'au fin de la loi de l'impôt, ça pourrait être taxé comme du revenu d'entreprise. Oui, puis c'est pas parce qu'une année, quelque chose qu'on a fait aura passé, qui peut-être est juste entre deux eaux, là, pour essayer de le traduire, borderline. Il faut dire qu'avec les transmissions électroniques, ce sont les ordinateurs. Mais quand ils passent à la vérification, parfois, ça passe plus après. Oui. Alors, il faut faire attention à ça. Puis, des fois, ça peut prendre 3 ans, 4 ans avant que ça ressorte. Les natures de revenus, on va continuer un petit peu. Est-ce qu'il y a des dispositions spécifiques là, pour le day trading? Actuellement, dans la loi de l'impôt, il n'y a rien qui est prévu là, pour spécifiquement le day trading. Donc, on s'en remet là, aux grands critères, aux définitions dans la loi de l'impôt. Donc, est-ce que la jurisprudence a déterminé qu'est-ce qui était du revenu d'entreprise, qu'est-ce qui était du gain en capital? Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on va déterminer le régime d'imposition. Oui, mais quand on a des pertes, parce que là, on parle de gain de capital, il y a aussi des pertes. Oui, mais quand on parle d'un régime d'imposition, on va prévoir les deux éventualités. Les deux Donc, éventualités. on peut avoir, si c'est gain en capital, ça va être une perte en capital.
revenu d'entreprise, ça va être une perte d'entreprise. Donc, l'utilisation peut être restreinte du côté des transactions de nature capitale, mais pas du côté des transactions de nature revenu. Bon, et parlons-en de la nature de l'entreprise. Monsieur Paul en a parlé tout à l'heure. Dans la loi de l'impôt, il y a une définition, mais qui est quand même assez élargie, là. Oui. Une entreprise, c'est pas nécessairement une entreprise physique, là. Ça peut être une personne. C'est la façon que la loi, par sa définition du mot entreprise, vient, si on veut, englober si on veut, plusieurs façons de gagner de l'argent. Donc, la définition prévoit, on parlait de profession, métier, commerce, si on veut, des industries qui sont peut-être qu'on est habitué de voir, quelque chose de régulier, mais elle va aussi prévoir des projets qu'on appelle de nature commerciaux. Donc, puis de façon, historiquement, la façon que c'est interprété, ça va englober tout ce qui est spéculatif. Dans notre cas, on va parler de day trading, c'est des titres qui sont achetés pour vente immédiate, mais ça pourrait prévoir aussi n'importe quelle transaction spéculative qu'on pourrait faire. On peut penser à des terrains vacants qui seraient achetés, qui seraient revendus. Donc, c'est sous cette définition-là qu'on viendrait imposer ces revenus-là. Est-ce que ça peut aller aussi loin que l'art? Par exemple, acheter des tableaux pour les revendre? Tout à fait. Ça devient de la pure spéculation, qu'on achète pour revendre, ça devient comme un peu un bien en inventaire. Comme n'importe quel inventaire qu'on aurait dans un magasin de vente à détail. Donc, une paire de souliers serait taxée comme le revenu qu'on ferait serait comme du revenu d'entreprise. Mais si on achète pour revendre, forcément, ça devient du revenu. C'est l'activité, dans le fond. Oui, exact. Et ce qui est un petit peu plate ici, puis bon, intéressant pour ces gens-là, parce qu'il fait faire beaucoup de business, c'est Revenu Canada, c'est qu'ils n'ont pas tranché au Canada. Aux États-Unis, ils ont statué. Parmi les grandes lignes, là, si vous faites 4 transactions aller-retour dans une semaine, vous êtes tagué comme un day trader. Et ça prend minimum 25 000 US dans un compte pour day trader. Au moins, on sait un peu où on s'en va. Ici, c'est du cas par cas. Fait que vous avez intérêt à avoir un bon fiscaliste qui vous représente parce que quand il débarque chez vous, sont durs à convaincre. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il existe une différence entre être entrepreneur puis être aussi une entreprise? Est-ce que c'est deux choses différentes, ça? Je vous dirais que c'est... Ou ça s'apparente? Être un entrepreneur, c'est souvent... pour moi, ça s'apparente. Donc, c'est juste que pour les gens qui font du day trading, si on veut, il n'y a probablement pas nécessité d'engager des employés. Il y a beaucoup de facettes d'une entreprise régulière qui sont peut-être sont absents. Donc, souvent, les gens vont faire ça de la maison, donc il n'y a pas un loyer à payer. Donc, on va avoir un bureau à domicile. Donc, c'est ce qui, souvent, va confondre les gens. Ils ne se verront pas comme un entrepreneur régulier qui va miser beaucoup pour essayer de générer un revenu d'entreprise traditionnel, mais ils ont autant misé sur la bourse. Bien, on continuera sur la nature des revenus tout de suite après la pause, si vous voulez bien, M. Saint-Onge. À tout de suite. L'émission On s'investit, composée à Montréal, le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. J'espère qu'on n'est pas trop technique. Pour vous, chers investisseurs qui nous écoutez quotidiennement, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de vous aider le maximum possible afin de vous préparer pour votre déclaration de revenus. C'est plate, je le sais, on est pendant la période des fêtes. Jean-Paul, puis M. Saint-Onge, c'est la pire affaire à penser pendant la période de festivité, mais il faut y penser pareil. Et l'une des raisons que je voulais que vous veniez ce midi, c'est de nous démêler également, quand on fait des transactions, si on le fait pour avoir du revenu, soit on le fait pour avoir du gain de capital. Puis ça, il y a une différence entre les deux. Tout à fait. Là, c'est le gain en capital, tout le monde sait, ou du moins l'ont déjà constaté dans la déclaration de revenus qu'il y a seulement 50 du gain qui est imposable. Donc, ce qui fait en sorte que la plupart des gens vont avoir une tendance à taxer ou à ajouter leur revenu de transaction de ce côté-là, parce qu'on se voit que juste la moitié qui est imposable. Tandis qu'un revenu d'entreprise, 100 du gain s'en va être imposable, sauf que cette source de revenu-là permet de prendre plusieurs déductions. Donc, en plus du taux d'inclusion dans le calcul du revenu, on a différentes autres distinctions là, qui vont différencier là, les deux types de revenus. On a l'utilisation des pertes. Une perte en capital, c'est plus difficile à utiliser. Ça ne peut être utilisé qu'à l'encontre du gain. Tandis qu'une perte d'entreprise peut être utilisée à l'encontre de n'importe quelle source de revenus. Donc, on a un taux d'inclusion qui est plus élevé, mais on a plus de flexibilité pour aller récupérer des impôts qui auraient été payés dans le passé. L'autre problème qu'on peut avoir aussi, c'est que du revenu d'entreprise, on ne peut pas vraiment en générer ni dans le REER ni dans le CELI. Donc, quelqu'un qui voudrait faire de d'investissement, du day trading dans ces deux comptes-là, techniquement, dans la loi de l'impôt, c'est interdit. C'est pas interdit comme tel, sauf que les revenus qui sont générés dans les comptes, même si c'est des comptes enregistrés qui techniquement
n'aurait pas de l'impôt, on devrait calculer de l'impôt sur les revenus qui sont générés à même le compte. Est-ce que la règle des 30 jours s'applique aussi pour les CELI puis pour le REER? La règle des 30 jours, ça, c'est juste pour les gens qui font des transactions de nature gain à capital. Donc, de ceux qui sont des day trading, on appelle ça des pertes apparentes. Donc, si on veut réaliser du moins jusqu'au 24 là, demain là, pour les réaliser. Donc, pendant 30 jours, il ne faut absolument pas réacheter le même titre, sinon la perte va être refusée. Il va tout simplement être ajouté au coût des actions qu'on va acheter en échange. OK. Puis, il y a l'obligation de conformité aussi. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Hein? L'autre, la fiscalité évolutive, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ça, c'est du cas par cas. Là. Hein? Toutes ces questions-là, nature du revenu, gain à capital, revenu d'entreprise, les tribunaux, les autorités fiscales vont souvent publier, il va y avoir des nouvelles décisions, les autorités fiscales vont se prononcer dans des lettres d'interprétation. Donc, ça change au fil du temps. Ce qui était la norme des années 70 a beaucoup changé depuis les 15 dernières années avec l'avenue de l'informatique puis des plateformes. Donc, présentement, quand on regarde la jurisprudence qu'il y a sur le day trading, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est relativement récent. Donc, on a beaucoup de jurisprudence sur l'utilisation des pertes, mais on n'a pas, si on veut, de régime d'imposition spécifique ou de décision très, très claire là-dessus. Quels sont les facteurs à considérer? Là? Ici, au Québec, ce serait des bulletins IN, il y a les bulletins IT au fédéral, les bulletins d'interprétation. Qu'est-ce qu'il faut considérer exactement? L'Agence du revenu en a publié un, c'est le IT 459 là, qui est quand même, ça fait une belle lurette là, qui est présent. Ce que l'Agence du revenu a fait dans ce bulletin-là, c'est qu'il est venu résumer les grands critères que les tribunaux ont utilisés là, pour prendre des décisions sur revenu d'entreprise versus gain en capital. Donc, là-dedans, il y a le premier qui est le plus important, c'est l'intention. Donc, quelqu'un, quand il achète un titre, on est tous d'accord qu'il achète quelque chose pour faire de l'argent, mais est-ce qu'il l'avait acheté pour le revendre rapidement ou le garder et générer du revenu à même ce capital-là? Donc, c'est vraiment le premier critère. Après ça, on va regarder l'historique là, de transactions, la récurrence, le temps passé. Donc, c'est tous des facteurs qui, mis additionnés l'un avec l'autre, va faire en sorte de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et puis de pouvoir prendre une décision sur la nature, la source du revenu. Oui. Donc, oui, allez-y, continuez. Donc, là, je dis ça, c'est des critères qui sont généraux, c'est relativement difficile de prendre des décisions. Nous, ce qu'on a essayé de faire au bureau, c'est de regarder la jurisprudence des 10 dernières années sur le sujet et d'essayer d'établir une espèce de grille parce que les tribunaux, vous allez être surpris quand vous allez voir le barème. Pour beaucoup de gens, vont considérer que ça ne prend pas beaucoup de transactions pour tomber du côté du revenu d'entreprise. Donc, quand on regarde les motifs des tribunaux, le premier critère, on regarde souvent, c'est le nombre de transactions dans une année. Donc, le simple fait d'en avoir fait plus de 100, donc le barème, on l'a pondéré, et donc quelqu'un qui se retrouverait à plus de 50 points, donc aurait un risque que ce soit du revenu d'entreprise. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir, de tester jusqu'à où le nombre comment actif un individu a été. Donc le nombre de transactions pour les tribunaux, ça a toujours été un critère très, très important. Donc plus de 100, on se retrouve déjà à 25 points. Donc après ça, ce qui a été analysé, c'est beaucoup la période de détention des titres. Donc, moins de 15 jours, ça vous donne déjà un autre 25 points. Ça, c'est les deux critères que nous, on a considérés les plus importants. Donc, le fait, puis pour beaucoup de day traders qui vont fermer leur position quotidiennement et qui vont faire plusieurs transactions par jour, on se retrouve déjà à 50 points. Donc, on est déjà dans la zone grise. OK. Et là, l'autre critère souvent qui va terminer, peut-être l'autre acétate qui suit, c'est le chiffre d'affaires, le nombre total de transactions, de chiffre de vente qui va avoir été effectué. Donc, quelqu'un qui se retrouverait avec plus de 300 000 $ de transactions dans une année, ce qui n'est pas vraiment beaucoup pour un day trader qui achète dans une journée, revend, fait la même chose avec un capital de 10 000 $, ça prend 30 jours et puis vous avez déjà dépassé ce seuil-là. Donc, quelqu'un qui se retrouvait à peu près avec ces barèmes-là pourrait être considéré comme avoir généré du revenu d'entreprise. Alors là, on peut rajouter là-dessus la nature spéculative, la méthode de financement, les connaissances des marchés. Tout à fait. Mais là, on arrive à un barème de 100 points, donc 100 %. Ce serait quoi votre barème, là? Si je vous demandais de vous mettre à la place de Revenu Canada aujourd'hui, vous diriez quoi pour moi? 50 points. En haut de 50 points, je serais à risque. Vous êtes déjà à risque, sérieusement à risque. Et ça, en passant, jamais les auditeurs, c'est pas évident, j'imagine, là, de pouvoir tout noter ça
on les invite à communiquer avec vous et vous pourrez donner les informations de M. Corriveau, qui se ferait un plaisir là, de produire cette guérilla pour les gens. C'est génial. C'est unique. On travaille ensemble depuis quelques années, puis c'est un peu à notre contact puis à notre demande qui a commencé à bâtir cette grille-là, parce que nos clients nous posaient la question toujours, ben, c'est quand que Revenu Canada va me considérer comme du revenu d'entreprise. Alors, c'est ce que j'ai vu de mieux jusqu'à date pour vous donner une assez bonne idée. Bien, je vais demander...